de bien vouloir être succincts dans leurs interventions. Et donc j'invite Monsieur le Président Paolini donc à ouvrir cette table ronde. Merci, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les élus, Conseil exécutif, maire, président d'Interco. Salut à tous. On a choisi pour cette première table ronde, pour ce qui concerne le Conseil exécutif et notamment sur la question énergétique, de faire un focus sur une étude récente qui a été menée par l'Agence d'urbanisme et d'énergie que je préside et qui concerne le profil climatique et l'analyse des risques en Corse. Donc cette première diapositive, où vous le voyez, qui est plutôt généraliste, où on voit que l'augmentation en France, mais c'est valable dans tous les pays de l'Europe et du monde, tous les scénarios, notamment ceux portés par le GIEC, le groupement international des experts sur le climat, et dans son dernier rapport, le 6e, montre une accélération rapide des phénomènes de dérèglement climatique et d'augmentation des températures. Alors ces augmentations de température, on le voit bien là sur le diaporama sur la droite, elles sont très marquées à partir de 1950, c'est-à-dire à partir, je dirais, de la révolution industrielle et de l'utilisation par les hommes des énergies fossiles, et notamment des énergies carbonées, pétrole, gaz, qui libèrent bien sûr dans l'atmosphère un certain nombre de polluants. On parle souvent du dioxyde de carbone, mais il y a beaucoup aussi d'autres polluants qui sont plus méconnus et qui ont un impact en termes de réchauffement climatique qui sont beaucoup plus forts que le dioxyde de carbone. Je pense par exemple au méthane ou encore à des gaz plus rares comme les petites molécules carbonées, fluorées et bromées. Donc de nombreux polluants, essentiellement dus aux activités humaines qui sont libérés dans l'atmosphère depuis les années 50 et qui provoquent cette augmentation rapide du réchauffement climatique. Donc ce constat, il est déjà ancien, il n'est pas nouveau. Ce qui nous intéressait, nous, c'est d'avoir une étude plus précise sur ce qui se passait en Corse. Et c'est ce qu'on a pu faire. Donc si vous voulez bien avancer, merci. Donc vous voyez, dans l'étude qui date de 2023, et bien sûr que je mets à votre disposition, on peut voir que déjà le premier enseignement, on voit bien cette augmentation importante des températures moyennes en Corse. Donc si on regarde les valeurs pré-industrielles, on va dire avant 1950, on a des valeurs moyennes annuelles de température en Corse de 13,3 degrés. À partir de 2021, en moyenne, les températures s'élève à 15,5 degrés. Donc on voit bien qu'entre les deux périodes, on a une augmentation d'ores et déjà de 2 degrés des valeurs des températures actuelles moyennes, donc ce qui provoque un certain nombre d'impacts sur toutes les activités, mais aussi des épisodes climatiques exceptionnels. Et la Corse, comme le disait le Président, n'a pas été épargnée ces dernières années. Je pense notamment à la tempête exceptionnelle du 18 août 2022, qui a touché entre autres la Balagne, ou encore en 2023 les tempêtes Ciaran et Domingos qui ont ravagé la Restonica ou qui ont touché la région de Porto. Donc une vitesse moyenne donc, de réchauffement climatique, ce qui s'accélère, donc on peut poursuivre si vous voulez bien. Et donc, au-delà de ce constat de l'accélération sur la période passée de l'augmentation des températures, on a voulu aller plus loin et porter une étude sur les différents scénarios. Ça a été aussi présenté en introduction dans la présentation précédente. Et là, on voit plusieurs scénarios probables, des scénarios pessimistes, avec une augmentation à 2100 de plus 6 degrés pour la Corse. On est toujours sur les profils climatiques de la Corse. Bien au-dessus des accords de Paris et des accords internationaux en matière de respect des augmentations de température, donc des scénarios inquiétants, je dirais. Et au-delà de cette augmentation, si rien n'est fait, si on n'a pas de mesures correctives en la matière pour réduire ces augmentations de température, en gros sans action dès aujourd'hui, et qu'on aurait même dû intensifié hier,
on aura des augmentations de température qui vont s'accélérer dans les prochaines années avec tous les risques inhérents à ce dérèglement climatique. Par exemple, les précipitations qui vont, elles, diminuer en volume de précipitations, donc difficulté sur l'accès à la ressource en eau, que ce soit en eau potable ou en eau d'irrigation, mais aussi des épisodes exceptionnels en précipitation plus marqués et qui vont venir impacter certaines zones, donc beaucoup plus ciblées, avec des zones qui vont recevoir sur des temps très courts des fortes précipitations. Alors, au-delà de ces constats généraux sur l'ensemble du territoire insulaire, on est allé, et ça intéressera à mon avis les élus des différents territoires, on a essayé de dresser des profils climatiques de la Corse actuelle. Et bon, là, on peut passer, c'est les différentes données qui ont été utilisées, c'est un peu technique. Donc, vous voyez aujourd'hui, non, on peut revenir à la précédente, si vous voulez bien. Donc, on voit aujourd'hui qu'on a pu dresser 8 profils climatiques de la Corse où les territoires ont différentes caractéristiques. Donc, ça va de climat supraméditerranéen en bleu, hein, c'est-à-dire des climats qu'on connaît aujourd'hui, plutôt secs, en été et chauds, ou des climats supraméditerranéens plutôt humides et en été chaud, avec bien sûr des climats comme en violet, hein, de type montagnard, qui couvrent bien sûr toute la chaîne de montagnes insulaires, et des zones qui sont marquées en jaune notamment et en orange par des climats méditerranéens semi-arides. Donc j'insiste, hein, regardez bien les cartes, les couleurs jaune et orange qui marquent le territoire actuel, hein, avec des climats semi-arides. Et si on passe au suivant, au diaporama suivant, on voit bien que dans les scénarios, hein, que je vous ai présentés précédemment, pessimistes d'augmentation de 6 degrés, hein, ou je dirais intermédiaire à 3-4 degrés, vous voyez que les zones qui étaient jusqu'à aujourd'hui en jaune orangé vont couvrir à l'horizon 2100, sans action corrective, l'ensemble du territoire insulaire, avec, pour le scénario le plus pessimiste, à l'horizon 2100, la Corse qui est entièrement jaune et orange, c'est-à-dire même en montagne, des climats arides ou semi-arides. C'est ce qui a été dit également précédemment. On sait que le réchauffement climatique va plus vite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en montagne que dans les zones littorales. C'est pour ça que, dans le cadre de la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été adoptée en mars 2023, on a eu des objectifs partagés avec l'État, hein, puisque c'est une programmation qui est co-construite avec les services de l'État, et en partenariat bien sûr avec l'ensemble des acteurs, que ce soit EDF ou les acteurs des énergies renouvelables. Les objectifs qu'on s'est fixés en mars 2023 dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est pour l'horizon 2028 une réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre. J'insiste, hein, 2028 c'est demain. Réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre dans les productions électriques, notamment par le passage au biocarburant de 2 centrales de l'île, c'est-à-dire la centrale du Ricante, la future centrale de Ricante, et la centrale de Luciane qui fonctionne actuellement au fioul léger. Le passage au biocarburant va nous permettre de réduire de manière très significative nos émissions de CO2, mais également d'autres gaz polluants qui participent également au réchauffement climatique. En parallèle de ça, on passe à un taux d'énergie renouvelable à l'horizon 2028 de 75% de le mix énergétique de la Corse, donc c'est-à-dire un bond qualitatif considérable, à la fois par les énergies renouvelables, je dirais, produites sur le territoire insulaire, par exemple le photovoltaïque ou l'hydraulique, mais également par l'utilisation des biocarburants, et on double également notre taux d'autonomie énergétique sur la période. Notre objectif étant de parvenir à l'horizon 2050 à une autonomie pleine et entière, c'est-à-dire 100% d'énergie renouvelable. On sera environ à 30-35% à l'horizon 2028, ce qui va nous laisser 20 ans pour atteindre notre objectif d'autonomie énergétique qui avait été fixé dès 2013 dans le schéma régional climat-énergie. Donc ce climat régional climat-énergie, au même titre que le PADUC, il est aujourd'hui un petit peu obsolète, hein, au vu de l'accélération des phénomènes de réchauffement climatique. Il est prévu qu'il soit révisé très prochainement et proposé à l'Assemblée de Corse. Et le PADUC, comme l'a dit le Président, intégrera également des éléments relatifs au changement climatique. Et ce travail, je dirais, collégial mené dans le cadre de la COP permet et apporte des éléments indispensables pour
réviser ces deux schémas, bien sûr, le SRCAE et le PADUC. Désolé, j'ai été un petit peu long, mais c'est important, je crois, de fixer le cadre général. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, vous avez déjà fait largement la transition pour la présentation précédente, qui pourrait être d'autant plus concise. Donc, en 4 minutes, Monsieur le Directeur, si c'est possible. Alors, si j'ai 4 minutes, je vais me lever et je vais vous poser quelques questions parce que je pense que ce qui est important dans ces événements-là, c'est de se mettre en action et d'utiliser ce moment où on est tous réunis pour essayer de prendre un petit peu des décisions et des engagements forts. Alors, ce matin, Monsieur le Préfet, vous avez parlé de l'importance des données, comprendre ce qui se passe, analyser, être en mesure de prendre les décisions sur la base de données et de faits. Et on a parlé aussi de comportement. On a parlé de comment on agit, ce qu'on fait, ce que chacun peut faire au quotidien pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Alors voilà, je vais vous poser quelques questions. Levez la main, tous ceux d'entre vous qui ce matin ont consulté leurs réseaux sociaux. Je lève la main en premier, comme ça, j'ai pas peur. Levez la main, tous ceux qui ce matin ont consulté leur email, perso ou professionnel. Voilà, c'est bien ça. Maintenant, levez la main, tous ceux qui ce matin ont consulté le mix énergétique en Corse. On est 2. 3. Voilà. Cette donnée, elle est disponible en temps réel sur une application développée par EDF Corse. Et ça permet à chacun, au quotidien, à chaque instant, de se dire « Tiens, si aujourd'hui j'utilise maintenant mon appareil électrique, de quelle manière je le fais en essayant d'avoir une énergie décarbonée ?» Donc pensez-y, et je ne vais pas parler du mix énergétique comme ça on a gagné 2 minutes. Vous pouvez télécharger avec le petit QR code l'application en question, donc je vous invite à le faire, et je vous invite chaque matin quand vous vous réveillez à regarder le mix énergétique de la Corse. Le mix énergétique de la Corse, quand même pour revenir à des sujets un peu plus sérieux, il n'est pas terrible, on l'a dit. Aujourd'hui, il est très carboné, et je le dis sans difficulté, EDF est un des plus gros contributeurs des émissions de carbone en Corse. C'est absolument évident. Quand je dis un des plus gros contributeurs, on représente à peu près un tiers des émissions de carbone de la Corse. Je fixe un peu des chiffres. Les émissions de carbone de la Corse, à peu près 3 millions de tonnes par an. EDF, c'est 1 million de tonnes par an. Donc évidemment, on a un rôle majeur à jouer, on a un rôle essentiel à jouer pour réduire ces émissions de carbone en Corse. Et donc on fait plein de choses. Alors je ne vais pas tout vous lister, mais dans les choses intéressantes qu'on fait, on a fait l'année dernière une expérimentation pour les heures creuses solaires. Le but, c'est de faire en sorte que les gens, au lieu de consommer l'électricité le soir, donc vous voyez vers après 18h, quand on a très peu d'énergie renouvelable, la partie verte, on va les inciter financièrement à consommer de l'électricité pendant ce qu'on appelle les heures creuses solaires, c'est-à-dire la cloche verte entre 8h et 16h. Donc on met en place des incitations. Alors on travaille avec la CRE, puisqu'on a besoin d'avoir le régulateur qui nous accompagne, et il le fait, pour avoir des solutions pour que les clients, chacun au quotidien, soient incités, pas seulement parce qu'on croit à l'importance de décarboner, mais aussi parce que ça se traduit par un bénéfice économique. Donc ça, c'est une expérimentation qu'on va lancer, qu'on va essayer de généraliser en Corse et sur tous les territoires insulaires. Autre sujet important, le pilotage de la charge, véhicule électrique, même sujet, faire en sorte que la charge se fasse au moment où le mix énergétique est le plus décarboné possible. Ensuite, je vais passer aux actions de maîtrise de la demande de l'énergie. Monsieur le Président de la collectivité de Corse en a parlé. Travailler ensemble, et on travaille avec l'AU au quotidien sur comment on fait en sorte que chaque client au quotidien consomme moins d'énergie. Et en faisant ça, en maintenant un niveau de confort qui est compatible avec les modes de fonctionnement aujourd'hui et aussi les conditions climatiques d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Au-delà des actions, on a aussi des investissements, des projets. EDF, dans les 5 prochaines années, donc à l'horizon 2030, pour décarboner le mix énergétique, on va investir plus d'1 milliard d'euros en Corse. Alors évidemment, c'est évidemment avec la contribution de l'État, mais ces investissements sont nécessaires. On a parlé de la centrale du Ricante. Vous avez la steppe de Ghisone, Lugodinassa-Ghisone, projet essentiel porté par le territoire, qui est un élément essentiel pour continuer à décarboner et insérer des énergies renouvelables. Puis évidemment tous les autres projets sur les ENR. On a parlé de la PPE. On a une PPE aujourd'hui qui est en cours de finalisation avec un décret ministériel qui va nous permettre d'enclencher une partie de ces investissements-là.
On a eu la visite du ministre Ferracci, ça a été rappelé tout à l'heure, et je nous encourage tous à suivre l'engagement que le ministre a pris, d'avoir une PPE signée, validée avant l'été, de manière à pouvoir tenir nos engagements de décarbonation pour la Corse et pour les Corses. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, pour les 2 dernières interventions, en fait, qui seront triples, nous allons zoomer progressivement encore sur le territoire. Donc, tout d'abord, donc, à la communauté de communes Sud-Corse, où nous allons évoquer des sujets qui viennent déjà d'être abordés, mais à l'échelle, donc, réduction des consommations d'énergie, d'émissions de CO2, à l'échelle de la communauté de communes. Donc, vous avez la parole, madame Camille Rocasser. Bonjour à tous, merci Monsieur Orsini de nous donner la parole. En évoquant peut-être les principales étapes donc, de l'élaboration de la stratégie locale. Oui. Merci. Je parle sous le contrôle du président de la communauté de communes du Sud-Corse qui vient d'arriver, Jean-Christophe Angelini, et du vice-président de la communauté de communes, Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio, que je salue également. Le territoire du Sud-Corse, donc c'est un territoire rural, vous le savez, 7 communes, 21 000 habitants, avec un pic saisonnier très très fort. Et donc les élus, à partir de 2020, se sont dotés d'un projet de territoire où ils ont fixé un certain nombre d'axes. Et à l'intérieur de ce projet de territoire, il y avait notamment la décision d'établir un schéma de cohérence territoriale valant plan climat air énergie. Donc on va dire dans l'emboîtement de toutes ces stratégies nationales, régionales et intercommunales, c'est un des éléments les plus forts juridiquement. Et donc cette élaboration a démarré en 2022 et c'est sur quoi on va s'appuyer aujourd'hui pour définir notre politique en matière d'air, d'énergie et de climat. Et donc dans notre présentation aujourd'hui, on va vous présenter donc la stratégie air, énergie, climat, les politiques en matière de mobilité qui sont directement liées et le contrat d'objectif territorial qu'on réalise en partenariat avec l'ADEME. Donc l'intérêt d'un PCAET, il est double. D'abord, comme le disait Monsieur le Préfet en introduction, on ne se paye pas de mots puisque les élus ont décidé d'avoir un programme d'action dédié dans le plan climat air énergie. C'était une option facultative, mais l'idée c'est bien d'atterrir sur des solutions concrètes vis-à-vis de la production d'énergie renouvelable et de la réduction des gaz à effet de serre. Et donc, l'autre intérêt, c'est de rentrer dans une démarche d'objectivation des chiffres, c'est-à-dire de poser un diagnostic, d'en discuter avec les élus, de modéliser la trajectoire du territoire et d'établir des scénarios qui vont être proposés aux élus ensuite afin qu'ils décident concrètement des leviers d'action. Sur la structure de la consommation énergétique du territoire, donc je vais vous présenter le diagnostic, si on peut revenir un tout petit peu avant, le diagnostic de la consommation énergétique. Sachant qu'il vous reste à peu près 1 minute. Vous êtes plus dur avec moi qu'avec les autres, hein, je note. Sur la consommation énergétique du territoire, donc comme l'a rappelé le directeur d'Électricité de France, on est particulièrement dépendant des produits pétroliers puisque on le voit donc sur la consommation énergétique, la consommation d'énergie finale, on est à 65% dépendant des produits pétroliers, sachant que évidemment notre mix électrique est également très carboné et aussi dépendant des produits pétroliers. Donc ce qui est important de retenir dans ces chiffres, c'est que la consommation, elle se dirige dans notre territoire vers 2 grands secteurs, les transports d'un côté et le bâtiment de l'autre. Donc là, on sait directement vers quoi il faut aller et dans quoi il faut taper pour trouver nos potentiels de réduction à la fois de consommation énergétique et de gaz à effet de serre. Donc vis-à-vis de ça, ces données, elles datent de 2019, elles nous viennent de l'Observatoire régional, l'OREGES. Donc on pense que ça a un tout petit peu bougé par rapport à l'augmentation de la part des véhicules électriques dans les transports. Néanmoins, c'est relativement toujours à peu près les mêmes données. Ce dont on s'est rendu compte aussi, et qui était très intéressant dans le plan climat-énergie, c'est qu'aujourd'hui, donc,
le Sud-Corse n'est pas autonome sur le plan énergétique. On couvre nos besoins électriques à peu près à hauteur de 8% en énergie renouvelable par du solaire photovoltaïque principalement, et à hauteur de 40% sur le chauffage. Or, les études de potentialité ont montré qu'on était capable d'assumer nos besoins en matière de consommation d'électricité au-delà de ce qu'il est, on va dire à x2 à peu près. Donc on a un très très fort potentiel de production d'électricité en local. En revanche, sur la consommation de carburant, évidemment, on n'a pas encore trouvé de puits de pétrole dans le Sud-Corse. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attaquer au secteur de la mobilité pour avoir une action concrète et donc engager des politiques publiques là-dessus. Je reviens sur la séquestration du carbone dont vous avez parlé. Le Sud-Corse est couvert de forêts et on a énormément d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui captent du carbone. Donc on a à peu près 75% du carbone émis qui est capté par la biomasse aujourd'hui, sachant qu'on n'a pas compté l'effet herbier de Posidonie qui en capte aussi énormément. Donc là, je ne parle que de la captation du sol et des forêts. Donc voilà, donc on a plutôt eu des bonnes nouvelles au sein de ce plan climat-air-énergie. On a des solutions qui sont adossées de façon systémique pour actionner les différents leviers. Donc ça atterrit à ces modélisations. On aurait du coup une consommation d'ENR qui pourrait provenir donc de la production d'énergie renouvelable dès 2030 à hauteur de 41%. Et en 2050, on atteindra 89% des consommations qui proviendraient des énergies renouvelables. Donc on aurait une quasi-autonomie énergétique dans le Sud-Corse en 2050, et c'est notre objectif, avec une diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de moins 86%. Donc je passe la parole sur les politiques de mobilité à mon collègue Jonathan Castellane. Voilà, on zoome. Donc on zoome spécifiquement sur les mobilités dans le cadre d'un accompagnement effectué par l'ADEME. Allez-y. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie pour ce temps de parole. Donc, je vais m'efforcer d'être concis. Donc, en ce qui me concerne, donc, je vais présenter donc, la mobilité sur le territoire Sud-Corse sous le prisme du COT. Donc, le COT, qu'est-ce que c'est ? C'est un sigle qui signifie donc, contrat d'objectif territorial. Donc, pour le définir et le contextualiser, très concrètement, c'est un outil d'aide à la décision à l'échelle intercommunale qui a pour objectif d'accompagner notre intercommunalité dans la mise en place d'actions concrètes avec des indicateurs de suivi pour mettre en place une politique de changement de pratique au quotidien. Très concrètement, c'est pour réduire notre empreinte carbone sur le long terme et insuffler une dynamique territoriale. Donc l'avantage du COT, qu'est-ce que c'est ? C'est de pouvoir bénéficier, donc, via l'ADEME, via l'Agence développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, d'un conseiller dédié avec une expertise très spécifique qui peut apporter un regard neuf sur nos choix, sur nos décisions et nous faire part d'un retour d'expérience d'autres collectivités de strates démographiques égales. Donc pour le Sud-Corse, ce COT se décline en 4 axes que vous pouvez visualiser à l'écran sur le slide derrière moi. Donc, qui concerne à la fois donc, l'environnement, l'économie et le social. Et ces 4 axes sont similaires aux 4 axes du projet de territoire. Qu'est-ce qu'on veut dans le Sud-Corse ? Très concrètement, c'est aménager, c'est poser des bases pour bien vivre à l'année dans le Sud-Corse, apprécier notre territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque aménagement qui est conçu est calibré pour accueillir un flux de 40 000 à 50 000 personnes. Alors qu'à l'année, comme l'a dit Camille, nous ne sommes que 20 000. Il s'agit d'un territoire rural, mais qui est très marqué par la saisonnalité. Donc, au niveau du côté pratique, la communauté de communes s'est engagée dans la démarche du COT en 2020 et a poursuivi en 2022 avec les divers appels à projets lancés par l'ADEME pour lesquels nous avons été lauréats. Donc, nous avons 2 principaux appels à projets. Donc, vous avez Avélo 2 et TenMod. Donc, ce sont des appels à projets qui ont pour objectif de développer le système vélo et de développer des nouvelles technologies de mobilité en zone rurale. Et dans les faits, donc, nous avons pu obtenir le financement de l'ADEME pour mettre en place des actions, des projets. Donc 2 exemples très pratiques. Donc, nous avons mis en place un service de location longue durée de vélos à assistance électrique
que nous avons baptisé Abici pour Abiciclette, donc qui signifie vélo en Corse. Donc aujourd'hui, nous avons donc une flotte de 40 vélos disponibles à l'année pour les résidents qui souhaitent se déplacer donc dans un mode moins carboné. Également, deuxième exemple, nous avons déployé donc à l'échelle territoriale le programme national du savoir rouler à vélo, le SRAV. Donc le savoir rouler à vélo, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un programme qui a pour objectif de développer les compétences de développement et de conduite à vélo en toute autonomie pour les élèves avant l'entrée au collège. Donc nous avons aujourd'hui sur le territoire du Sud-Corse 800 élèves qui sont formés chaque année à ce programme national, donc dans les classes de CE2 et de CM1. Donc voici, donc c'était deux exemples très concrets en faveur de la mobilité qui ont été financés via l'ADEME. Après, également, donc, au niveau de l'approche, donc les slides vont défiler, de l'approche de la démarche de la mobilité dans le Sud-Corse, il faut savoir que nous avons fait le choix de prendre la compétence mobilité en juin 2022. Et grâce au fait que nous sommes donc autorité organisatrice de la mobilité, AOM, nous pouvons désormais donc gérer, planifier, organiser et optimiser notre bouquet d'offres de services en mobilité à l'attention de tous les usagers. Donc qu'ils soient jeunes retraités, actifs, publics captifs. Nous avons donc développé deux axes majeurs. Donc tout d'abord les transports en commun et la mobilité douce. Donc transports en commun, nous avons sur notre territoire un panel complet de réseaux. Le principal étant un réseau urbain, donc à Porto Vecchio, que nous avons baptisé A Cittadina, qui fonctionne 7 jours sur 7 à l'année, qui transporte plus de 300 000 usagers de façon annuelle et qui fonctionne grâce à 8 navettes électriques, qui avait été également financé par l'intermédiaire en partie de l'ADEME. Nous avons d'autres réseaux, bien évidemment. Donc, nous avons les réseaux interurbains, donc avec un maillage complet du territoire. L'ensemble des communes sont desservies par une offre de 2 à 4 allers-retours par jour à destination de Porto Vecchio, donc ville-centre. Nous avons également des dessertes estivales de l'aéroport de Figari et également un réseau de transport en commun estival à Bonifacio, dont l'objectif est de décongestionner les flux à partir des parkings relais à l'entrée de ville à destination du port et de la Haute-Ville. Donc notre mobilité, notre approche se décline sous 3 axes. Nous avons donc mis en place une stratégie claire et efficace. Donc les 3 axes, c'est la mobilité du quotidien pour les déplacements pendulaires, donc pour les travailleurs, les déplacements inférieurs à 5 km, la mobilité touristique pour permettre l'accès aux sites touristiques, mais également aussi de mettre en valeur de nouveaux sites, donc pour permettre la décongestion des flux. Également la mobilité du sport santé bien-être qui s'adresse principalement aux résidents pour leur permettre de réellement apprécier notre territoire à l'année du fait d'une très bonne qualité de vie, donc pour proposer des activités de sortie entre amis, en famille. Et enfin, donc, je terminerai mes propos sur la démarche qui s'organise autour de 3 axes majeurs qui ont été regroupés sous le sigle 2IA, donc un petit clin d'œil à intelligence artificielle. Donc l'objectif, c'est informer, inciter, accompagner. Donc l'information, l'objectif, c'est de créer et de diffuser de la donnée publique. Donc dans les faits, nous avons mis en place une application, donc un système d'information embarqué à l'aide voyageur. Donc c'est une application qui s'appelle Pisae et qui permet à tout un chacun, lorsqu'il prend une navette de transport en commun dans notre territoire, de géolocaliser son bus et de connaître le temps d'attente jusqu'au passage de la prochaine navette. Donc c'est vraiment un outil pratique au quotidien. Ensuite, le volet incitation. Donc, comme je l'ai dit, nous avons mis en place un service de location de vélos électriques en longue durée, donc le service Abici. Nous avons déployé, afin de sensibiliser la jeune génération, le programme national Savoir rouler à vélo. Et nous avons également mis en place une gratuité totale pour les jeunes de moins de 18 ans résidant à l'année sur l'ensemble du réseau de transport intercommunal. Donc, nous voyons une très forte progression de ce public-là sur les réseaux de transport en commun. Donc, c'était une demande qui nous avait été faite et que nous avons réalisée. Enfin, pour terminer, donc l'aménagement. Nous sommes en train de piloter donc la mise en place d'un schéma directeur de la mobilité douce, donc dont l'objectif est de mailler le territoire d'aménagement et de services pour assurer la promotion des modes doux pour lesquels donc le jeune public, donc aujourd'hui à l'école primaire, aura été formé pour les utiliser demain. Voilà, donc l'ensemble des publics cibles donc, ont été bien associés à la démarche en faveur de cette transition écologique pour laquelle nous remercions bien évidemment l'ADEME pour son soutien. Merci beaucoup. Donc, nous allons resserrer encore le zoom, cette fois-ci en Haute-Corse, donc auprès donc, de Corse-Styrène, une entreprise industrielle. Allez-y, Madame Guyot. Bonjour à tous. Alors moi, je ne sais pas présenter en étant assise, donc je fais comme mon collègue d'EDF, je me lève. En fait, l'ADN d'entreprise rejoint les objectifs communs. On a regardé un petit peu tout ce dont on a parlé et nous, on est un petit poussé.
On est une entreprise située à Aléria, au milieu des Clémentiniers. Et c'est vrai qu'on se dit, on va faire quelque chose, mais quel impact ça aura? Je crois qu'il faut se décomplexer par rapport à ça. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui nous amène à penser que chaque petite pierre, les pierres que vont mettre les jeunes, les moins jeunes, les entreprises, les collectivités, tout ce qui fait notre vie quotidienne vont être extrêmement importantes. Donc en fait, nous, on ne savait pas qu'on faisait des choses comme ça et on a réalisé notre charte RSE il n'y a pas très longtemps et on s'est rendu compte qu'on faisait pas mal de choses qui pouvaient rentrer justement dans les plans de la COP. D'abord, sur mieux se déplacer. En interne, en fait, toutes les actions qu'on a menées, elles ont été pensées d'abord pour nos employés, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils travaillent mieux, pour qu'ils se déplacent mieux. Et on a, au fur et à mesure de nos décisions stratégiques et de nos décisions de développement, essayé de passer tout ce qu'on faisait au tamis de ces enjeux et au tamis de la question qu'on se pose tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter moins ? Donc ici, vous avez 4 exemples de ce qu'on a fait. Alors le dernier, les trottinettes électriques, c'est parce que j'adore les trottinettes, donc ça leur permet de se déplacer sans polluer. Mieux se loger, faut savoir que Corse-Tyrène, on est producteur d'isolants. Et on produit du polystyrène, on transforme du polystyrène expansé ici en Corse. Donc on est au cœur de la stratégie de la rénovation des passoires énergétiques en Corse. On est au cœur de l'isolation des maisons neuves, ou des collectifs d'ailleurs. Et donc c'est pour nous quelque chose qui est toujours en train de tourner dans notre esprit. Évidemment, tout ce qu'on fait, c'est essayer d'offrir à la population corse qui souhaite se loger la possibilité d'isoler sa maison en utilisant des produits le plus décarbonés possible et surtout le plus efficace selon l'endroit où la maison se trouve, l'exposition, le soleil, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et surtout on pense qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis de nos sociétés sœurs et on a vu tout à l'heure une photo de Caliste Bois Industrie. On essaie d'embarquer tout notre petit groupe dans ces objectifs-là. KBI, bien évidemment, on est comme ici, la COP et autre chose, on parle beaucoup avec des comment on appelle ça voilà, avec des sigles. Donc KBI, Caliste Bois Industrie, va essayer de faire un gros investissement pour promouvoir le Laricho en Corse. Préserver et valoriser nos écosystèmes, c'est sûr que quand on le voit, on se dit Corse-Tyrène, comment elle va faire ? En fait, on s'est décomplexé et on a créé une association, on parlait des espèces invasives destinées à aider à la lutte contre le crabe bleu qui nous crée bien de problèmes dans notre zone. On valorise 100% de nos chutes de production. Voilà, on fait plein de petites choses qui sont en elles-mêmes ne pèsent pas lourd, mais quand vous en faites la somme, on se rend compte que ça nous permet de coller à pas mal d'objectifs qui sont posés dans cette COP Corse. Si on termine, je veux quand même dire une chose. Donc là, on recule, j'ai l'impression. Voilà. Mieux produire, c'est notre cœur de métier. Alors on investit beaucoup d'argent parce qu'on sait que quand on transforme du polystyrène, on utilise de la vapeur, on utilise de l'électricité. On a une matière qui est issue du pétrole. Donc tout ce qu'on fait, quelque part, on se dit, voilà, là, cette entreprise-là, elle contribue pour beaucoup à l'émission de gaz à effet de serre en Corse. Donc on s'est posé la question, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors c'est bien tombé, il fallait qu'on rénove notre outil de production. On a mis beaucoup d'argent sur la table et en fait, nos objectifs, on sait très bien qu'on aura toujours besoin de vapeur, on sait très bien qu'on aura toujours besoin d'air comprimé, qu'on utilisera toujours de l'énergie électrique. Mais quelque part, au fur et à mesure, on a su produire plus d'énergie qu'on en consomme. Je pense, l'objectif, c'est d'arriver au seuil incompressible. Ça, c'est un objectif qu'on peut atteindre. On ne peut pas dire un jour, je produirai sans électricité ou sans matière. Mais arriver au seuil incompressible, c'est important. Et enfin, pour terminer, moi, je voudrais témoigner en tant qu'entreprise qu'il ne faut pas avoir peur de commencer petit, mais toujours tenir en tête qu'on peut avoir des objectifs ambitieux. Notre raison d'exister, c'est quand même la profitabilité. Nous, ce qu'on doit faire, notre devoir, c'est de protéger nos emplois, de faire fructifier notre entreprise et de nous développer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, dans notre développement, se poser toujours les bonnes questions. Et nous,
quand on doit se développer, on pense toujours à une nouvelle activité en tenant compte des objectifs de frugalité, ça c'est important, et on essaie de revisiter notre métier en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux. Donc je pense que le message que j'ai à donner à mes collègues entrepreneurs, c'est n'ayez pas peur, commencez petit, allez-y, et vous verrez, quand vous faites la somme de tout ça, vous vous rendez compte qu'à la fin, ce qu'on fait c'est important et ça a de l'impact. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très rythmée. Donc, on a presque réussi collectivement à tenir le timing. Nous voici maintenant la première séquence d'échange avec vous dans la salle. Ça peut être aussi évidemment des prises de parole complémentaires ici même, parmi les intervenants. Alors, on va avoir des personnes qui vont circuler, qui sont positionnées stratégiquement de part et d'autre pour distribuer les micros. Donc, ceux qui souhaitent intervenir, s'il vous plaît, levez la main. Donc, il y en a déjà une au fond. Présentez-vous. Voilà, qu'on comprenne bien d'où vous posez votre question. Merci. Antoine Orsine, Université de Corse. Bon, d'abord, je me félicite de participer à ce genre de réunion. La démarche qui est exemplaire, c'est la bonne échelle de gouvernance, les régions françaises et la Corse en particulier. J'ai lu quand même le document. Je suis resté un peu sur ma faim, notamment dans la géothermie. Je pense qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire. Alors j'ai le souvenir qu'il a écrit la géothermie, c'est à approfondir. Donc personne n'en a parlé, mais je crois qu'il faudra en parler à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, c'est bien noté. Dans le domaine de l'énergie, il y a un certain nombre de sujets, par exemple la petite hydroélectricité qui reste effectivement encore à approfondir. Alors, qui souhaite intervenir? Une main s'est levée. Madame Volpi, pour la CCI. Alors, un micro, s'il vous plaît, en bas, du côté gauche. Il arrive. Bonjour, merci évidemment pour cet échange, cette COP très intéressante. Moi j'ai une question, c'est peut-être Monsieur Derulle, mon cher Vincent, on avait déjà évoqué sur le photovoltaïque qui m'intéresse beaucoup. Je vais faire un focus juste là-dessus parce que les sujets sont trop, on va dire, importants sur le reste, on n'aura pas le temps de parler de ça. Je voudrais connaître la proportion en Corse de l'installation des panneaux photovoltaïques, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau des particuliers. J'avais interpellé le ministre, M. Ferrach, il y a quelque temps de ça à Bastia quand on s'est rencontrés. Je voudrais aussi savoir pourquoi les aides ont été un petit peu tardives, et là je m'adresse plus particulièrement à l'État dessus, que ça soit d'ailleurs au niveau aussi particulier, et voilà, et savoir un peu le développement de cette énergie qui est très prometteuse. Alors, je vais vous décevoir, je n'ai pas le détail précis de la répartition entre les différents, je dirais, producteurs particuliers ou professionnels. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en Corse, le parc actuel de photovoltaïque représente un peu plus de 250 MW de capacité installée sur une capacité totale de 1000 MW. Si on prend l'ensemble des moyens de production en Corse, donc les centrales thermiques, les câbles qu'on a avec la Sardaigne, les centrales hydrauliques et le photovoltaïque représente un quart de la capacité totale installée. C'est très significatif si on compare à l'échelle de ce qui se passe sur le continent. Et après, dans le mix énergétique, donc là c'est la capacité installée, c'est les moyens de production. Dans le mix énergétique, le photovoltaïque représente, alors c'est très variable en fonction des journées évidemment, représente de 15 à 25% du mix énergétique. Et en énergie renouvelable, donc quand on fait la somme du photovoltaïque et de l'hydraulique, essentiellement en Corse, l'ensemble des énergies renouvelables, la moyenne annuelle, c'est à peu près 35 à 40% du mix énergétique. On a en ce moment, pour ceux qui ont consulté le mix énergétique en ce moment en Corse, j'ai vu tout à l'heure que vous étiez très nombreux à l'avoir fait. Il n'est pas trop tard. Le mix énergétique en ce moment, il est entre 60 et 75%, parce qu'on a une grosse production hydraulique et une grosse production photovoltaïque. Donc en ce moment, si vous voulez mettre vos machines à laver et vos sèche-linges, c'est le moment. Le mix énergétique est extrêmement décarboné. Voilà. J'espère que ça répond à peu près à la question. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Office des Transports.
Merci. Tout d'abord, je voudrais féliciter l'ensemble des intervenants pour leur exposé très punchy et très dynamique. C'est très, très, très clair, et leur contribution. Et bien sûr, me féliciter, à l'instar du président du conseil exécutif, de la démarche d'ensemble sur les objectifs que l'on partage tous. Néanmoins, je profite de ce moment-là, parce que je pense que c'est le moment de le dire, pour souligner un petit peu les hiatus qui ont été un petit peu effleurés et évoqués par le président du conseil exécutif. Et là, je m'exprime en tant que président de l'Office des transports sur des domaines qui, pourtant, évidemment, sont essentiels si on veut diminuer les gaz à effet de serre. Je parle du transport maritime et du transport aérien. Et c'est là où nous avons un défi à relever entre des décisions, des fois, dont le principe général est vertueux a priori, et où l'application dans la trajectoire de cheminement devient désastreuse. Bon. Et notamment dans un paysage où l'écosystème des taxes, je parle de taxes aéroportuaires, augmente déjà, le fait qu'on surajoute des normes et des taxes sur les billets d'avion, par exemple, fait que nous allons passer du tarif résident sur Paris, de 190 € TTC, c'était le prix auquel nous étions arrivés dans la délégation de service public, à 240 € dès l'année 25-26. Et nous allons passer de 99 € sur le bord à bord, là je ne parle que de tarif résident, je ne parle que du déplacement des insulaires, à 130 € dès les 25-26. Sur le maritime, le poids des normes ETS, donc les fameuses pénalités, légitimes au sens du principe général, sur le tonnage d'émissions, va faire en sorte que malgré, par exemple, si je cite Corsica Linea, malgré 300 millions d'euros d'investissement accompagnés par la délégation de service public, y compris en moyens financiers, qui ont eu lieu pour passer des bateaux au GNL, pour changer de peinture, pour changer les hélices, pour diminuer, nous aurons quand même un coût du fret, donc une vitesse d'exécution de l'application des normes et de fiscalité qui va augmenter de 9 à 14% dès l'année 2025. Autrement dit, alors que nous ne le voulons pas, personne, je pense ici, qui va payer ou qui va se sentir en étant un petit peu entre le marteau et l'enclume sur cette évolution, qui est pour partie issue des normes et fiscalité environnementale, mais pas que. C'est pour ça que je mets ça dans un ensemble de facteurs exogènes de fiscalité qui sont aussi, qui renvoient à des taxes, par exemple aéroportuaires de Nice, Marseille, Paris, par exemple, qui ne sont pas environnementales. Mais le paysage ensemble fait que nous allons avoir des augmentations de prix qui ne seront pas vues comme supportables, ni par les résidents, notamment ceux qui se déplacent pour se soigner avec leurs accompagnants, ni du point de vue des entreprises, au sens de leur compétitivité, y compris celles qui veulent être vertueuses en faisant des changements internes pour arriver à faire en sorte d'être dans la transition écologique. Autrement dit, une grande contradiction que nous avons à résoudre. Mon appel est le suivant. Le président exécutif disait que c'est soit. Bon, je vais être très clair. Si nous n'avons pas, ça ce sont les audits financiers qui sont les nôtres aujourd'hui, que je veux bien partager avec l'État, l'audit du cabinet Kofler, si nous n'avons pas par exemple une indexation sur la TVA de la DCT rapide, outre la fiscalité où il y a d'autres enjeux à prendre en compte, je pense sur l'augmentation de carburant dans l'après-Covid, on n'arrivera pas à maintenir le service public maritime et aérien tel qu'il est aujourd'hui. Il explosera en vol, je le dis clairement, je le dis devant tout le monde. Donc, ce n'est pas du luxe, il faut que vraiment on discute de ce point-là. Mais il faudra aller plus loin. Quand on parle de l'outil naval, et quand on voit que déjà Corsica Linea a investi 300 millions d'euros, mais il y a aussi le nouveau navire de la Méridionale qui arrive, et que ça ne suffit pas à empêcher l'augmentation du tarif du fret, sachant que la quantité territoriale ne pourra agir de plus en plus que sur le fret au sens de financement, ça veut dire que nous avons une réflexion à avoir beaucoup plus large sur ce qu'on entend sur l'investissement dans le domaine maritime, y compris peut-être dans une optique transfrontalière méditerranéenne, au niveau de la zone CK, avec d'autres partenaires, puisque les investissements sont importants à réaliser à la fois dans les ports, là je parle d'infrastructure, mais aussi dans l'outil naval. Sinon, on risque de courir dans le cadre d'une chimère qu'on n'arrivera pas à atteindre, et on risque d'avoir un effet qui sera un effet dévastateur du point de vue du manque de durabilité économique et sociale, et pourtant c'est bien le pendant de notre volonté, c'est à la fois qui est évidemment la nécessité de répondre à un enjeu qui est un enjeu de transformation écologique auquel on doit répondre d'un point de vue sociétal à tous les niveaux, mais aussi de faire en sorte qu'il soit compris, accompagné, et qu'il n'y ait pas des triples contraintes par le manque de prise en compte de la dimension insulaire de ce qu'est la Corse. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces propos très clairs. Alors, qui souhaite poursuivre Oui. Oui, bonjour. Jean-Louis Pirage, Office de l'environnement de la Corse. Oui. Tout
à l'heure, on a parlé en préambule des moyennes prévues de plus 4 degrés à l'horizon 2100. Mais au-delà des moyennes, il faut voir les écarts types. C'est-à-dire que pour des moyennes à 4 degrés, les prévisions, les extrêmes sont invivables. Donc, c'est ça qui m'inquiète le plus. Antoine Orsini le dit souvent dans ses conférences. Et il faut regarder les extrêmes. Lorsque les moyennes sont à 4 degrés, c'est invivable. Les extrêmes sont invivables. Donc, et je reprends l'appel qu'Antoine avait lancé lors d'une dernière réunion. Je pense que la Corse doit se doter de l'équivalent d'un GIEC au niveau de la Corse, parce qu'il va falloir accompagner les politiques publiques pour l'agriculture, pour la gestion de l'eau, pour la gestion des risques, année par année. Et si on reste sur cette trajectoire-là, c'est pas tant l'atténuation qui me fait peur. Moi, c'est les adaptations qu'il va falloir avoir au niveau du territoire. Il va falloir que notre île soit résiliente au niveau de l'agriculture, au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de l'accueil du tourisme. Et c'est pour ça, enfin, si on reste sur cette trajectoire-là, il va falloir vraiment qu'on soit résilient. Oui. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette proposition. Alors, oui, bien sûr, Monsieur le Président. Non, c'est un point essentiel. Donc, si je peux apporter quelques éléments de réponse. L'étude qui vous a été présentée s'inscrit dans un cadre plus général de révision du schéma régional climat-énergie. On souhaite en effet s'appuyer sur un groupe d'experts qui serait constitué pour le territoire insulaire, à destination du territoire insulaire, comme ça peut se faire d'ailleurs dans d'autres territoires. Et donc cette étude, c'était vraiment, je dirais, le point de départ qui doit nous permettre de structurer une démarche plus globale, de s'associer avec un groupe d'experts, comme d'ailleurs l'a souvent proposé Antoine Orsini. Et la finalité, ça sera justement la révision du schéma régional climat-énergie dont je viens de parler et qui devrait prendre corps d'ici la fin de l'année 2025. Je voudrais simplement revenir sur des éléments sur le développement du photovoltaïque. En effet, la Corse a été très dynamique en la matière ces dernières années. Je rappelle que c'est l'une des régions au monde où la production par habitant est la plus forte en matière d'énergie photovoltaïque, en termes de puissance installée. Donc, d'ailleurs, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont des fleurons mondiaux dans ce secteur des énergies renouvelables. Et je dirais, en toute modestie, les programmations pluriannuelles précédentes y ont participé, puisqu'on a des objectifs très ambitieux en la matière. Sur la période à venir, on a à peu près de 200 mégawatts installés en Corse, et on vise sur la prochaine période 200, donc c'est-à-dire doubler les productions de photovoltaïque, et on aura prochainement à statuer sur une nouvelle programmation au-delà de 2028, et là on vise les 1000 mégawatts qui devraient nous permettre d'atteindre l'autonomie énergétique. Donc nos ambitions, elles sont très fortes, mais un point de vigilance, c'est une production photovoltaïque qui ne se fait pas tout à fait de la même manière qu'elle s'est pu faire ces dernières années. On voit qu'il y a des conflits d'usage, notamment sur les terres agricoles, où l'énergie photovoltaïque s'est beaucoup développée au sol, s'est beaucoup développée en consommant, en artificialisant des terres agricoles. Donc on souhaite, nous, aujourd'hui, que ce déploiement d'énergie renouvelable se fasse un peu plus dans l'intérieur des terres. Ce sera aussi des recettes potentielles pour les communes de l'intérieur de montagne où il ne se passe pas grand-chose, où on a moins de conflits d'usage et donc où on aura une meilleure acceptabilité, et où on travaille actuellement à une cartographie justement de développement des énergies renouvelables, où on va, à l'échelle parcellaire, identifier les zones où on peut produire des énergies renouvelables sans avoir de grosses problématiques en matière d'environnemental, d'acceptabilité économique ou sociale. Donc, et on travaille avec EDF sur le schéma justement de S3ENR qui va permettre de déployer ces énergies renouvelables sur le territoire. Et oui, il y a des objectifs également dans la PPE en matière de petit hydro et de géothermie. On a aujourd'hui des blocages, notamment sur les tarifs de rachat de la petite hydro, et ça, il faudra qu'on en discute également, notamment avec la Commission de régulation de l'énergie. Ça fait un petit moment que ce sujet est sur la table. Voilà les éléments de réponse que je voulais apporter aux différents intervenants. Merci.
Est-ce que je peux juste une intervention Rapidement, parce qu'on va devoir passer à la table ronde. On est loin d'épuiser le sujet, évidemment. Une réaction à l'intervention qui vient d'avoir lieu là sur ce qui se passe quand on est à plus 4 degrés, le fait que c'est une moyenne. Quand on regarde les projections en 2100, on voit plus 6 degrés, 2100, c'est loin. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'entre nous qui seront là, on verra. Le réchauffement climatique, c'est maintenant et c'est ici. C'est pas quelque chose qui se passe dans quelques années. On a organisé avec d'autres entreprises corses une journée décarbonation à Ajaccio et à Bastia. On a fait venir Jean Jouzel, qui est un climatologue mondialement connu, et qui a dit à plus de degrés, l'homme doit s'adapter. Il faut commencer à s'adapter à plus de degrés. À plus de degrés, la vie sur Terre ne va plus être la même. Donc quand on parle de plus 4 degrés et qu'on commence à se dire qu'est-ce qui va se passer, à plus 4 degrés, si on continue à se dire qu'on va vivre comme on vit aujourd'hui, ça va mal se passer. Désolé de casser un peu l'ambiance. Et tous les événements dont on a parlé, ce qui s'est passé en Bretagne, ce qui s'est passé en Corse, ce qui s'est passé à La Réunion ou à Mayotte très récemment, le réchauffement climatique, les effets du réchauffement climatique, c'est maintenant et c'est ici. Et donc il faut vraiment agir tout de suite. Oui. Merci. Donc le mot adaptation a été prononcé à plusieurs reprises, donc ça va nous faire une transition pour la deuxième table ronde. Mais avant ça, une ultime question, monsieur, au deuxième rang. Bonjour, Antoine Versini, maire de Cristinage, petite commune rurale. Avec la commune de Marignane, nous avons un projet justement de panneaux photovoltaïques et j'ai envoyé quelques photos à Corsica Énergie qui s'occupe donc de notre territoire. Ils m'ont envoyé un petit texto que je viens de recevoir à l'instant juste après l'intervention du président de l'AUE. Faut leur dire qu'ils nous trouvent des solutions de raccordement viables dans les régions très reculées. Voilà. La seule question, je réponds donc, ils me demandent, parce qu'on a de gros problèmes, ça fait 3 ans que ça dure, Mathieu, et on a de gros problèmes avec EDF par rapport au raccordement sur des... Voilà. Je profite de l'occasion qui m'est donnée. Je suis très surpris que vous ayez des gros problèmes avec EDF quand même. Merci beaucoup. Et c'est des régions qui sont plus que rurales. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de rurales. Pardon. Ah, Pianta. Alors, je réponds quand même très rapidement, je suis désolé. Voilà, en 30 secondes. C'est pas pour se défausser, mais la mise en place du schéma de régulation des énergies renouvelables que mentionnait M. Paolini tout à l'heure nécessite la mise en place de la PPE. Donc on est bien toujours sur les mêmes sujets, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'était dans la liste des sujets sur lesquels il faut investir. Une PPE avant l'été nous permettra de définir les investissements que EDF pourra faire, notamment pour permettre le raccordement des nouveaux projets d'ENR et aussi les autres projets, la STEP, etc., etc. Donc on est vraiment dans cette logique-là de pouvoir le plus rapidement possible libérer ces investissements pour qu'on puisse investir sur le réseau et permettre les raccordements dans ces zones-là. Merci. Non, simplement préciser que lors de sa venue, le ministre Ferracci a indiqué, donc je ne fais pas le porte-parole de l'État, vous imaginez bien, je ne me permettrai pas, mais a annoncé que le décret relatif à la PPE, donc qui a été adopté par l'Assemblée de Corse en mars 2023, sortirait avant l'été, ce qui va nous permettre en effet, on l'espère en tout cas, de déployer un certain nombre d'infrastructures essentielles en la matière sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup à toutes et tous.